La géographie du terrorisme s'est modifiée depuis septembre 2001 en fonction des événements internationaux qui se sont succédés depuis, en fonction de la lutte contre le terrorisme, bien sûr, et en fonction de la fragilisation de certains États. Alors aujourd'hui, je voudrais essayer de comprendre ce qui se passe dans la région de l'Afrique subsaharienne. Depuis l'Afghanistan, où il s'est formé à la lutte contre l'armée soviétique, Ben Laden planifie à une échelle mondiale l'action d'Al-Qaïda. Al-Qaïda, cela veut dire la base, et cela conduit aux attentats du 11 septembre 2001. 10 ans après, l'implantation d'Al-Qaïda s'est transformée. La base afghane s'est affaiblie, le noyau central du mouvement s'est sanctuarisé dans les zones tribales pakistanaises. Profitant de l'invasion américaine de 2003, le mouvement s'est déplacé vers l'Irak, puis vers le Yémen, et au-delà du golfe d'Aden, dans la Corne de l'Afrique, en Somalie. Enfin, le mouvement s'est étendu à la bande sahélienne de l'Afrique. Voici une carte montrant la zone d'activité d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'AQMI. La cartographie dans un tel cas de figure est forcément imprécise, car cette zone ne correspond pas à un territoire où le contrôle serait effectif et total. Non, il s'agit plutôt d'une localisation à l'intérieur de laquelle des cellules terroristes sont actives. AQMI naît en 2007 lorsque Abdelmalek Drogdal, le chef du groupe salafiste pour la prédication et le combat, dont le but est de renverser le gouvernement d'Alger, proclame allégeance à l'organisation Ben Laden, car le mouvement d'Al-Qaïda offre plus de visibilité internationale et se révèle plus attractif pour recruter des combattants. Le groupe est actif. Ces phalanges, que l'on nomme les Katibas, ciblent surtout la Mauritanie. Après 15 militaires mauritaniens assassinés en 2005 à l'Emgueti, 14 sont massacrés à Tourine fin 2008. On se souvient aussi de la trentaine de soldats maliens assassinés en juillet 2009, de l'attentat contre une académie militaire à Cherchell, près d'Alger, en août 2011, de l'attaque contre la cité minière d'Arlit au Niger en 2010, où 5 Français sont pris en otage et ils sont toujours détenus aujourd'hui. Le Français Michel Germano est exécuté en 2010 par Al-Qaïda. Alors évidemment, toutes ces actions sont perçues comme une extension vers l'Europe de la menace d'Al-Qaïda. Eh bien, qu'en est-il exactement? D'abord, AQMI ne compterait que 500 combattants actifs autour de Drogdal dans les repères du nord-est de l'Algérie, plus 400 autres logés dans leur sanctuaire du nord du Mali. Soit au total un faible nombre de terroristes, et de plus au sein d'une organisation traversée par des tensions internes entre chefs de ces Katibas, certains idéologiquement intransigeants, d'autres étant tout simplement des trafiquants. Et puis il y a le contexte sahélien lui-même. Le Sahel, c'est une bande qui traverse le continent africain, séparant le Sahara aride au nord de l'Afrique de la forêt humide au sud. Dans le passé, cette région était traversée par les routes caravanières du sel, de l'or, des esclaves, des pèlerinages, préexistantes aux États souverains tels qu'on les connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, les commerces transnationaux de drogue, cannabis et cocaïne, d'armes, de migrants empruntent ces mêmes routes et traversent le Sahara vers la Méditerranée et l'Europe. Donc l'insécurité dans le Sahel ne relève pas uniquement de la présence d'AQMI, mais d'un ensemble de facteurs qui ont transformé la région en zone grise. Les États concernés sont Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, les 2 Soudans, et plus au sud, le nord du Nigeria, le Burkina Faso et le Sénégal. Ces 3 premiers États sont très vastes, avec une superficie moyenne de 1 million de km², dont la moitié nord est occupée par le désert, donc souvent considéré comme un territoire non utile. De plus, ces États sont pauvres, rangés dans la catégorie des pays les moins avancés, et ils sont de moins en moins en capacité à fournir les services de base, c'est-à-dire la santé, l'école, la justice, la sécurité, les infrastructures. La périphérie est donc délaissée, et les investissements vont vers les centres urbains que vous voyez sur la carte. Les populations sont clairsemées sur des territoires délaissés et difficiles à surveiller, et les souverainetés nationales, qui sont érodées par ces flux criminels, ne peuvent plus être exercées, du moins sur la totalité de l'enveloppe tracée par les frontières historiques. Regardez cette carte des colonies françaises en Afrique vers 1914. On voit l'Afrique occidentale française, qui s'étend alors du Sénégal au Niger.
Or, cette carte de l'AOF recoupe pratiquement la carte de la zone grise que nous étudions aujourd'hui. Et lors des indépendances africaines, dans les années 60, l'intangibilité de ces frontières a été préférée par les nouveaux dirigeants. Sauf que 50 ans plus tard se posent de lourds problèmes de gouvernance sur des espaces difficiles à contrôler. Le peuple touareg, nomade, berbérophone, a été divisé entre plusieurs entités étatiques, Algérie, Libye, Niger, Burkina Faso, Mali. Depuis les années 90, les Touaregs se soulèvent contre les gouvernements de Niamey et Bamako pour dénoncer leur mise à l'écart politique, mais aussi économique, puisque les ressources sont très mal redistribuées. Car dans cette région, les sous-sols sont riches, on le voit sur la carte, où nous localisons les gisements de pétrole, de gaz, de fer, de phosphate, il y a de l'or, de l'étain, de l'uranium. Ces minerais sont l'objet d'investissements étrangers pour l'exploitation et l'exportation, car on le sait, la demande de ce type de ressources est grandissante à l'échelle mondiale. Penchons-nous un instant sur le cas du Niger qui détient d'importantes réserves d'uranium. La France assure environ 30% de l'approvisionnement de ses centrales nucléaires grâce à l'uranium nigérien, et la présence d'Areva au Niger cumule des intérêts français, espagnols et japonais. Au Niger, on trouve aussi des compagnies canadiennes, australiennes. La Chine exploite aussi l'uranium sur le site d'Azélik. Or, cette rente de l'uranium captée par le gouvernement de Niamey est très peu redistribuée aux Touaregs. Donc, en résumé, plusieurs facteurs expliquent l'instabilité de cette région du Sahel. Des routes de commerce occupées par des trafics divers, des États pauvres qui ne contrôlent pas la totalité de leur territoire, des ressources minières importantes, des rivalités entre Algérie et Maroc, Algérie et Libye, où Touaregs et Sahraouis sont instrumentalisés. C'est donc de tout cela dont peut profiter l'AQMI pour développer sa stratégie d'implantation, dont les attentats et les enlèvements sont la partie la plus spectaculaire. Quelles sont les réponses à cette insécurité? Les États sahéliens ont sollicité l'aide de leurs partenaires occidentaux car les budgets des États sahéliens sont faibles. Pour vous donner une idée, en 2009, le budget militaire du Mali était de 180 millions de dollars, celui de l'Algérie de 5 milliards et demi de dollars et celui de la France de 66 milliards de dollars. Même problème au niveau des effectifs militaires. 147 000 militaires en Algérie, 25 350 au Tchad, 15 870 en Mauritanie, 7 750 au Mali et 5 300 au Niger. En fait, nous devons sortir de notre vision séparant l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, séparant un islam dit arabe d'un islam dit noir, car il y a désormais une grande imbrication entre les États du Maghreb et les États du Sahel. Or, dans les analyses occidentales, les deux ensembles et les catégories sont divisables. Alors, une approche euro-sahélienne a pu pourtant être développée du fait des intérêts économiques que les États européens ont dans la région, mais il n'y a pas pour autant d'approche coordonnée de l'Union européenne en tant que telle. Or, tous ces phénomènes, trafic, terrorisme, migration, politique énergétique et même politique de coopération, ont un impact direct sur l'Europe communautaire et sur les États membres. De leur côté, les États-Unis ont une approche plus strictement sécuritaire. Ils ont initié le partenariat transsaharien contre le terrorisme, qui regroupe le Tchad, le Niger, le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Washington a mis sur pied un nouveau commandement des forces américaines en Afrique, l'AFRICOM, dont le commandement est à Stuttgart, et ce commandement doit défendre les intérêts de sécurité nationale des États-Unis en Afrique, en formant et en équipant les armées locales, qui en l'occurrence sont dépassées devant les véhicules rapides, on les appelle les Go Fast, que AQMI finance avec les rançons et les trafics. Alors au total, vous le voyez, les réponses sont bien difficiles à coordonner, car les agendas, les priorités ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Les Occidentaux sont focalisés sur la menace terroriste, alors que la priorité locale se concentre plutôt sur l'économie, d'autant plus que les attentats ont laminé les revenus venant du tourisme. Souvenez-vous par exemple de la course Paris-Dakar, dont vous voyez le trajet prévu en 2008 et qui fut annulé du fait de la crainte d'attentats et qui depuis
a été transféré en Amérique latine. Alors derrière les discours officiels et ces grandes réunions internationales qui tentent de coordonner la lutte contre le terrorisme, il faut savoir que la réalité est un peu différente. Il n'est pas sûr que les États maghrébins et sahéliens veulent véritablement lutter contre la présence d'AQMI dans la bande du Sahel. Il faut penser aussi à cette arrivée massive d'armes en provenance de Libye et qui peuvent profiter aujourd'hui à AQMI. Et puis la stabilité peut être menacée aussi de l'intérieur. Je pense à ces chefs d'État qui ne veulent pas quitter le pouvoir, qui pratiquent le népotisme ou qui font modifier la Constitution pour pouvoir exercer un Xème mandat de plus. Alors de toute façon, l'Union européenne a décidé à partir de 2011 que cette région désormais était prioritaire. Il y a des enjeux de court terme, puisqu'il y a des otages qui sont détenus, et des enjeux de long terme pour augmenter le niveau de développement humain de cette région qui est extrêmement pauvre et qui est pourtant juste à notre porte. Sur cette question que je viens d'évoquer, vous pouvez lire l'article de l'expert français Charles Toussaint, publié dans l'Annuaire français des relations internationales. Vous pouvez lire Maghreb Mashrek, la revue. Le numéro en 2011 est consacré à Al-Qaïda au Maghreb islamique. La revue Politique étrangère en 2011 consacre un numéro à Al-Qaïda et la guerre contre le terrorisme. Et la revue Hérodote, tout un numéro en 2011 également consacré à la géopolitique du Sahara. Vous pouvez retrouver tous ces éléments, si j'ai été trop vite, sur le site du Dessous des cartes arte.tv. سيد كل شيء